Donc, bonjour à tous, on va parler pour continuer des télescopes de demain. Alors c'est une vision un peu globale de ce qui va devenir, de ce qui va arriver dans l'astronomie de demain, et ça permet en même temps de faire un peu de géopolitique, parce que là on va voir que dans l'astronomie de demain, les télescopes qui sont en train de se construire, il y a un peu un remodelage du paysage de l'astronomie mondiale. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Alors ça, c'est déjà un aperçu des télescopes tels qu'ils sont aujourd'hui, ce qui a été construit pendant les dernières années. Ce qui est intéressant de noter sur cette représentation, c'est que vers 1950, les Américains ont construit un télescope de 5 mètres, et suite à la construction de ce télescope, il s'est passé longtemps avant que l'on fabrique de nouveau de gros télescopes. On a attendu jusqu'aux années 70, et là, de nombreux gros télescopes se sont construits un peu partout sur Terre. Et ce qu'on voit, c'est du coup, il y a déjà eu une période, une intermittence. On a fait un gros instrument, et puis après, on a attendu du temps avant de se dire, aujourd'hui, on a peut-être besoin d'autres gros télescopes, peut-être des télescopes plus gros. Et de nouveau, on a vu qu'après cette phase de nouveaux télescopes des années 70, il y a eu un creux. Alors, quelques constructions autour de 1990, mais assez peu. Et de nouveau, là, par contre, dans les années 2000 jusqu'à 2010, à peu près, là, il y a eu une vague considérable de construction de télescopes de grand diamètre. C'est les télescopes célèbres qu'on a aujourd'hui, les télescopes Keck à Hawaï, les VLT au Chili, les télescopes Gemini au nord et au sud, etc. Et là, on voit aussi qu'il y a une montée, les barres, la hauteur des barres correspond au diamètre des instruments. Là, on a les instruments de 8 mètres. Et en fait, on voit que dans un temps très très réduit, finalement, tous les télescopes de 8 mètres sont sortis de Terre. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après 2010, de nouveau, on s'est arrêté de construire des télescopes. On était content, on avait plein de nouveaux outils, et évidemment, il faut du temps avant de concevoir la génération suivante, la financer, et puis se dire qu'on a peut-être, on ne fait jamais le tour d'un télescope, mais en tout cas qu'on a peut-être fait le gros de la science qu'il y a à faire avec des télescopes d'une génération de données. Alors cette phase-là, c'est intéressant de regarder aussi ce qui s'est passé en fait en termes de pays acteurs de l'astronomie mondiale. En fait, on voit que essentiellement les projets importants, le télescope spatial Hubble, le Keck 1, le Keck 2, le télescope Gemini, en fait, on a essentiellement des projets américains. Alors on a un projet européen aussi, le VLT, là c'est 4 télescopes, plus des télescopes auxiliaires, en tout il y a 10 télescopes autour du VLT. Donc là c'est un projet, c'est un seul projet, mais un projet gigantesque en fait, c'est vraiment la création d'un observatoire majeur avec énormément d'outils. Mais en tout cas, on voit que dans cette période-là, clairement il y a une domination de deux continents, l'Europe et l'Amérique du Nord. Malgré tout, on voit dans cette période apparaître des projets issus de collaborations internationales. Le plus emblématique, c'est le télescope SALT en Afrique du Sud, qui est quasiment le télescope le plus grand du monde, mais en termes d'architecture, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un télescope un peu simplifié. Il ne peut pas faire autant de choses que les grands télescopes américains et européens, mais en tout cas, c'est un projet qui a permis à de nouveaux pays d'accéder à des télescopes de grand diamètre. Là, il y a beaucoup de monde, hein. Il y a la Pologne, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis si on regarde la suite, là c'est pareil, il y a un télescope, mais là c'est toujours pareil, c'est un peu de l'Europe et de l'Amérique du Nord essentiellement, le Grand Tecan aux Canaries avec l'Espagne et les États-Unis. Et on voit quand même apparaître ici les Chinois qui ont commencé à rentrer dans la danse. Jusque-là, ils étaient absents de l'astronomie des grands télescopes, ce qui est presque un paradoxe. Hein. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien à Ciel et Espace, qui est Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui vient de sortir un livre sur la Chine, 4000 ans d'histoire sur l'astronomie en Chine. Et en fait, c'est incroyable, les Chinois ont été historiquement un peuple d'astronomes, et on l'oublie, parce que quand on trace une histoire de l'astronomie chez nous, on raconte tout ce qui s'est passé en Occident, et on oublie qu'en Chine, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans et 4000 ans, il y a déjà des gens qui observaient toutes les apparitions de comètes, qui les ont notées dans des tablettes, et en fait aujourd'hui c'est un matériau, des archives qui sont très très précieuses. Alors maintenant on va voir ce qui se passe ensuite. Là voilà la suite, et là ce qui est intéressant de noter, donc là c'est les grands projets qui arrivent dans les années qui viennent. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, je vais y revenir après, mais par contre là ce qu'il faut noter c'est qu'il y a plein de nouveaux pays qui apparaissent, et ça c'est assez étonnant.
Là, par exemple, il y a un télescope qui vient tout juste de rentrer en service en Inde. C'est un télescope de gros diamètre, 3,60 m de diamètre. Les Japonais avaient déjà un télescope important, mais là, ils en mettent un autre qui est assez ambitieux, je vais y revenir tout à l'heure. Les Mexicains arrivent dans la danse, la Turquie, l'Iran, etc. Donc, il y a vraiment des grands bouleversements. Et l'autre bouleversement aussi, c'est que les pays occidentaux ont des projets de télescopes optiques aujourd'hui qui sont tellement grands qu'il est plus possible de les faire tout seuls. Par exemple, on voit que les Américains, avec leur Giant Magellan Telescope, sont obligés de faire appel au Brésil, à la Corée du Sud et à l'Australie. Ils ont un autre projet, le 30 Meter Telescope. Ils font appel au Canada, aux Japonais, aux Chinois, et le dernier, j'ai oublié, c'est l'Inde. Donc ces grands projets sont tellement importants qu'il est impossible de les faire tout seul. Et donc du coup, on a beaucoup d'acteurs nouveaux qui apparaissent dans l'astronomie mondiale, et c'est vraiment assez marquant. Donc si on regarde aussi maintenant, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais avec la suite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une montée en diamètre des projets à venir, évidemment. On était jusqu'à des télescopes de 8 à 10 mètres de diamètre pour les plus grands, et les télescopes de demain, pour certains, feront cette taille-là, avec des instruments plus complexes. Et pour d'autres, vont être des télescopes avec un saut générationnel, c'est quasiment un saut dans l'inconnu, avec des télescopes de 30 mètres et plus, ce qui représente des défis technologiques considérables. Alors, je me suis attaché à parler simplement des télescopes optiques, mais je ferai juste une parenthèse sur ce côté géopolitique mondial. J'ai déjà évoqué l'Afrique du Sud. Là, il est en train de se passer un projet qui est majeur, vraiment majeur pour l'astronomie mondiale. C'est le Square Kilometer Array. Comme son nom l'indique, le but c'est de faire un réseau de radiotélescopes avec une surface collectrice d'1 km². C'est considérable. Et ce projet, il y a principalement 2 pays qui le poussent en avant, c'est l'Australie et l'Afrique du Sud. Mais après, c'est un projet tellement ambitieux que là aussi c'est pareil, il y a un consortium avec en particulier la Chine et les Canadiens, mais pas seulement. La France est aussi en train de considérer la possibilité de rentrer dedans. Et là, c'est un projet qui sera majeur vraiment pour l'astronomie de demain et qui n'est pas principalement porté par les acteurs traditionnels de l'astronomie mondiale, les gros acteurs mondiaux. Les États-Unis et l'Europe ne sont pas du tout leaders dans ce projet-là. Et ça, c'est quand même une transformation majeure. Et donc ce projet, il est déjà en cours de construction. Il y a une première base qui s'appelle MIR4 en Afrique du Sud, avec 64 radiotélescopes qui sont déployés. Ça, c'est un premier effort fait par l'Afrique du Sud elle-même. C'est un effort qui est issu de tout ce qu'a initié Mandela pour réformer le pays, pour moderniser le pays. Et donc ce projet a été financé par l'Afrique du Sud. Il est en train d'être construit. J'y suis allé au printemps, il y avait déjà la moitié des antennes qui étaient déployées, et d'ici le mois de mars l'année prochaine, normalement, les 64 radiotélescopes seront au complet. Mais après, le but, à moyen terme, ils ont déjà, je crois, les financements pour déployer 200 radiotélescopes, quasiment en tout, et leur objectif à terme, c'est d'arriver à 2000. Alors là, cet objectif-là, je ne sais pas s'ils l'atteindront, ils n'ont pas les financements. Mais il suffit que le consortium s'enrichisse d'autres pays, c'est ouvert au monde entier, pour qu'ils atteignent peut-être cet objectif ou un objectif voisin. Et la radioastronomie, ce qui est super, c'est qu'on peut mettre les télescopes en réseau avec des bases assez grandes, et en fait, ils commencent déjà à travailler avec des pays sur toute l'Afrique. Et du coup, il y a des programmes d'éducation vers les pays d'Afrique qui vont participer à ce Square Kilometer Array. Et ça aussi, du coup, c'est très nouveau de l'astronomie en Afrique. Pour l'instant, il y en avait un peu dans le nord de l'Afrique, en particulier au Maroc, un tout petit peu en Libye, mais c'est fini, dans l'état actuel de la Libye. Mais bref, voilà, dans l'Afrique, pour l'instant, en astronomie, il se passait, on peut dire, quasiment rien. Et clairement, c'est en train de changer. Donc ça, c'était une parenthèse sur la radioastronomie. Je reviens à l'optique. Donc là, c'est le paysage de l'astronomie tel qu'il est aujourd'hui, avec les grands télescopes aujourd'hui. Donc ça représente la surface des miroirs des télescopes modernes qu'on a aujourd'hui, comparé ici, par exemple, à des terrains là, un terrain de basket et ici un terrain de tennis. Donc déjà, vous voyez que les télescopes qu'on a aujourd'hui, si certains d'entre vous habitent en ville et ont des appartements de 50, 60 mètres carrés, là, les plus grands miroirs là-dedans sont déjà plus grands que votre appartement. Et ce qu'on va avoir demain, c'est ça.
Donc c'est des miroirs beaucoup plus grands. En particulier, il y a l'extrêmement large télescope des Européens qui va faire 39 mètres de diamètre. Et puis les grands projets américains, le Giant Magellan Telescope et le 30 Meter Telescope. Je peux faire une parenthèse juste. Est-ce que dans un télescope, il y a plusieurs miroirs? Il y a plusieurs lentilles? Oui, alors là par exemple, là c'est un exemple un petit peu compliqué celui-là. Là c'est un télescope fabriqué par les Chinois où ils ont un miroir Enfin ici il y a un miroir qui collecte la lumière et qui renvoie vers un autre miroir et ici il renvoie au foyer vers l'instrument. Donc là déjà il y a deux systèmes de miroirs. Après là ce qu'on représente ici ce sont les miroirs primaires, les miroirs principaux. Le miroir principal collecte la lumière. Après, il y a plusieurs combinaisons possibles différentes. Soit la lumière est renvoyée un peu plus haut sur un deuxième miroir, qui lui-même va renvoyer la lumière vers le bas, derrière le miroir principal ici, c'est pour ça qu'il y a un trou au centre, et on fait passer la lumière à travers le trou et on met les instruments derrière. Ou alors on met éventuellement un troisième miroir devant ce gros miroir, qui va renvoyer la lumière sur le côté. Il y a plein de combinaisons possibles. En général, il y a au moins 2 miroirs, mais les télescopes étant de plus en plus complexes, il n'est pas rare aujourd'hui qu'il y en ait 4, voire plus. Après, quand on met un instrument sur le télescope, l'instrument lui-même peut avoir ses propres miroirs pour dispatcher la lumière, faire de la spectroscopie, des choses comme ça. Et le nombre de lentilles par rapport à... Il n'y a pas de lentilles, c'est que des miroirs. Ah, que des... Enfin, il n'y a pas de lentilles. Au foyer du télescope, des fois, il y a des lentilles pour corriger la dispersion atmosphérique, par exemple, ou alors pour corriger des défauts dans le champ, mais le cœur d'un télescope moderne, ce sont des miroirs. En fait, le problème des lentilles, c'est qu'une lentille, elle est supportée par les bords, et le verre est un instrument qui est souple. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais si vous prenez vraiment une très grosse dalle de verre, vous pourriez, si vous la mettez en porte-à-faux, vous pourriez mesurer qu'elle fléchit, voire même qu'elle casse sous son propre poids. Et donc, en fait, si on fait une lentille, pour qu'elle conserve sa forme, à peu près, la limite, en gros, c'est à peu près 1 mètre de diamètre. C'est pour ça qu'on a arrêté, en gros, au tournant du 19e et du 20e siècle, on a arrêté de faire des instruments basés sur des objectifs à lentilles. On est passé au miroir. Mais il a aussi fallu attendre qu'on comprenne comment fabriquer des miroirs de grand diamètre. Ça, c'est Léon Foucault, en France, qui a trouvé les techniques qui permettent de franchir ce cap. Et dès qu'il a trouvé les bonnes techniques, on a été capable de faire des miroirs, en gros, de 2 mètres de diamètre et plus. Oui. Qu'est-ce qu'on représente les petits ronds? Alors là, en fait, les grands miroirs, là on voit des miroirs qui sont monoblocs, donc il y a un bloc de verre qui est une forme parabolique. Après, passer un certain diamètre, faire ça monobloc, on ne sait pas le faire. Donc il y en a qui sont segmentés avec des petits hexagones qui ont chacun une portion de la courbure globale. Après, les Américains, on va y venir tout à l'heure, ils ont un projet où en fait ils ont mis plusieurs miroirs sur la même monture qui vont être couplés entre eux. Et puis les télescopes qui font plus de 30 mètres, là c'est pareil, c'est que des miroirs segmentés. Jean-Luc, juste une petite parenthèse. En fait, on voit les miroirs qui font 8 mètres. C'est typiquement la limite de technologie actuellement. On ne sait pas couler des blocs de verre de plus de 8 mètres de diamètre. Les fours pour permettre de faire ce genre de verre sont inconcevables à l'heure actuelle. Donc on a fait évoluer la technologie pour permettre de faire des miroirs segmentés, et toutes les technologies qui vont venir dans l'avenir seront des miroirs de type segmenté. Et le dernier grand projet qui utilise des miroirs de grande dimension, c'est le GMT, et le GMT est constitué de miroirs de 8 mètres 40 ou 8 mètres 40. C'est la limite vraiment de ce qu'on sait faire. Il n'y a pas, aujourd'hui sur Terre, il n'existe pas de miroir monobloc de plus de 8 mètres 40, 8 mètres 50. Après, il y a aussi des problèmes techniques pour supporter le miroir, pour même le transporter. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais on disait que quand on a fait, nos miroirs européens de 8 mètres de diamètre, en gros, la limite, c'était en partie la largeur des ponts sous la Seine. Ils ont été fabriqués près des villes, ils ont été emmenés jusqu'à la mer par des bateaux, et bah, voilà, il faut pouvoir les transporter, c'est pas si simple. Les écluses, le passage d'écluses. Ah oui, les écluses ont une largeur assez limitée. Ouais. Donc c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais vu qu'il est difficile pour l'instant en tout cas de fabriquer des miroirs directement au Chili ou à Hawaï, bah, il faut bien les fabriquer là où on sait les faire, donc aux États-Unis, en Europe, et après les transporter.
C'est clairement c'est un peu comme Airbus en fait, hein, c'est des projets à échelle européenne. Il y a le télescope, c'est une chose, après il y a tous les instruments qu'il y a derrière, et là c'est ouvert à toutes les compétences, en l'occurrence pour l'Observatoire européen austral, c'est clair que tous les pays participent avec leurs compétences, et c'est aussi l'intérêt des pays. Les pays mettent de l'argent sur la table, il est évident qu'en retour, ils attendent de pouvoir faire fonctionner leur industrie. En ce moment, il y a l'Australie qui est en train de rentrer dans l'Observatoire européen austral, et clairement leur motivation, c'est d'avoir des retombées industrielles pour eux. Donc j'évoquais dans les nouveaux acteurs, j'ai évoqué la Chine, ils ont déjà un télescope de 4 mètres qui est opérationnel, qui est un télescope avec un design assez complexe, qui fait de la spectroscopie principalement. On n'en entend pas beaucoup parler en termes de retombées scientifiques, mais de ce que j'en sais, techniquement, il fonctionne bien. On parlait de la radioastronomie, il faut avoir en tête que les Chinois viennent de mettre en service un radiotélescope. Alors les radiotélescopes, soit on met plein de petites paraboles qu'on couple entre elles, soit on fait une grande parabole directe, comme celle qu'il y a à Arecibo. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est un grand grillage au fond d'une cuvette. Les Chinois ont fait la même chose, Arecibo fait 300 ou 350 mètres de diamètre, il me semble, et les Chinois ont fait la même chose en 500 mètres de diamètre. Ce radiotélescope s'appelle FAST, et c'est quelque chose qu'ils ont conçu tout seuls. Donc il y a clairement une volonté politique en Chine de se lancer dans des grands projets d'envergure. On verra quelles seront les retombées scientifiques, si derrière ils ont les compétences pour exploiter les instruments, est-ce que les instruments fonctionnent bien, etc. Mais aussi quand on va dans des colloques scientifiques techniques, les Chinois, on les voit qui traînent dans les allées, ils ne font pas beaucoup de présentations, mais en tout cas ils écoutent bien ce qui se passe, ils sont très attentifs à ce qui se passe, et il est clair qu'il y a une vraie volonté de redevenir un acteur important dans l'astronomie mondiale. Ils ont un autre projet, du coup, alors là, il n'est pas financé, mais tel que c'est parti, il est probable qu'il soit financé. C'est le Large Optic Telescope. Là, c'est un télescope de 12 mètres de diamètre. Par rapport à ce qui existe déjà sur Terre, c'est un petit peu conservateur, vu qu'on sait déjà assez bien faire des télescopes de 10 mètres de diamètre. Ils ont juste vu un peu plus grand. Quand on regarde, alors là, je ne rentre pas dans le détail, mais dans les spécifications techniques, en gros, ils ont un peu copié ce qui existe sur les instruments, sur les télescopes modernes d'aujourd'hui. C'est des instruments qui sont assez conservateurs, mais si les Chinois veulent maîtriser des techniques sur de gros télescopes, il est évident qu'ils sont obligés de passer par cette phase intermédiaire de 12 mètres de diamètre. C'est déjà très ambitieux, très très ambitieux. Et donc ce projet-là, on va voir s'il est financé, mais en tout cas, c'est un beau projet, et s'il voit le jour, ce sera très intéressant. Alors, j'évoquais les autres pays qui sont en train de rentrer dans la danse. Alors, les projets sont plus ou moins bien avancés. Il y a un télescope qui est en Iran. Celui-là, honnêtement, on a peu d'informations dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera mis en service, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont déjà en train de le construire, et ils ont l'air d'être en train de le construire par leurs propres moyens, ce qui n'est pas évident. Les autres télescopes faits par des pays émergents sont faits à l'extérieur, en général en Europe ou aux États-Unis. C'est le cas des Mexicains, ils font un télescope à San Pedro de Martyrs, c'est en Basse-Californie, dans la partie ouest du Mexique. C'est un télescope de 6,50 m qui en gros est une réplique de télescopes que les Américains ont déjà fait, les télescopes Magellan, qui sont donc au Chili, sur l'observatoire de Las Campanas. C'est des télescopes de 6,50 m. Les Mexicains ont simplement repris le design de ces télescopes-là, donc c'est extrêmement conservateur. Mais en tout cas, ça leur permet de partir sur quelque chose qui probablement marchera, parce que c'est une technologie qui est maîtrisée. Et il y a déjà de l'astronomie au Mexique, hein, il y a déjà des télescopes, mais pour l'instant, c'est des télescopes vraiment beaucoup plus petits. Il faut noter aussi la Turquie, qui a un projet de télescope de 4 mètres. C'est un projet très sérieux. Il est déjà en construction en Belgique, chez Amos. Il sera livré l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors là, aujourd'hui en Turquie, il y a de l'astronomie, mais c'est vraiment de l'astronomie émergente. La Turquie a eu un boom économique à partir du début des années 2000. C'est en train d'appuyer sur la pédale de frein en ce moment avec ce qui se passe politiquement. Mais en tout cas, il y a une croissance politique, une croissance économique très importante qui a permis de développer l'astronomie. Il y a aujourd'hui, je pense, pas loin d'1 millier de personnes qui travaillent dans l'astronomie en Turquie. Donc c'est pas négligeable. Quand je dis 1 millier de personnes, c'est tout confondu, pas simplement les astronomes. Mais en tout cas, ils ont déjà un observatoire près d'Antalya avec le plus gros télescope fait 1,50 m. Il a été financé par les Russes. Et ils ont d'autres télescopes qui sont petits mais qui sont très modernes. C'est des télescopes robotiques qui sont pilotés à distance.
Donc il y a déjà un certain savoir-faire, et donc là ils vont passer sur un télescope beaucoup plus gros. Les astronomes sur place, quand on discute avec eux, sont très ambitieux, ils ont envie d'acquérir les savoir-faire pour fabriquer des télescopes eux-mêmes. Alors avec ce qui se passe politiquement dans le pays, on verra si ça peut arriver ou pas, mais en tout cas, en Turquie, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a l'Inde, où là aussi ça bouge énormément, dans le spatial aussi, l'Inde bouge beaucoup, dans la radioastronomie, l'Inde c'est un peu comme la Chine, c'est vraiment émergent avec une vraie volonté de faire beaucoup de choses. Donc là c'est simplement un télescope de 3,70 m, mais déjà c'est assez important, il a été fabriqué en Belgique également, donc ils n'ont pas le savoir-faire pour faire eux-mêmes, mais en tout cas ils s'installent un équipement de pointe. Alors après, on peut se demander, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est ça, c'est ce que je voulais évoquer sur la Chine tout à l'heure, c'est de montrer ça. En fait, ce qui est intéressant aussi dans cette évolution de l'astronomie mondiale, c'est qu'aujourd'hui, les sites importants pour l'astronomie, avec une excellente qualité, il n'y en a pas 50. Ce sont les Canaries, le Chili, Hawaï, et en gros, on a fait le tour des sites majeurs pour l'astronomie mondiale. Pour mettre des télescopes avec un maximum de nucléaires par an et un ciel stable, c'est-à-dire des étoiles qui scintillent peu, une étoile qui scintille à l'œil nu, c'est joli, dans un télescope, elle bouge dans tous les sens et ça détruit la qualité des images. Donc il faut trouver des sites où la scintillation des étoiles est faible. On parle de turbulence atmosphérique, il faut que la turbulence atmosphérique soit faible, et des endroits sur Terre qui réunissent toutes les qualités, avec une bonne transparence du ciel, un bon nombre de nuits claires, une bonne stabilité atmosphérique, il y en a très peu. Il y a des sites qui ne sont pas exploités, la Namibie sera un bon candidat aussi pour mettre des gros télescopes, c'est peu exploité aujourd'hui, mais en tout cas il y a peu de sites. Et voilà, ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre endroit sur Terre qui est intéressant, c'est l'Himalaya. Du temps de l'Union soviétique, les Russes l'avaient bien compris, il y a de nombreux observatoires dans le sud de l'ex-Union soviétique, notamment au Tadjikistan, mais ces observatoires aujourd'hui ne fonctionnent pas. À la chute de l'URSS, les Russes ont cassé les électroniques des télescopes et ils sont partis. Mais en tout cas, s'ils ont mis les télescopes là, c'est pas pour rien, ils avaient bien compris que c'est une zone extraordinaire. Et notamment les Chinois, le télescope de 12 mètres que j'évoquais tout à l'heure, ils veulent l'installer dans un site qui s'appelle Ali, qui est ici, au bord de l'Himalaya. Et en fait, là, vous avez la comparaison de ce site-là, ici à Hawaï et ici au Chili, le site où les Européens vont mettre leur futur grand télescope. Vous voyez que la fraction de nucléaire par an est assez importante, un peu en retrait, et surtout ce qui est important de regarder, c'est ça, ce qu'on appelle le SIM, c'est ça qui donne la turbulence atmosphérique. Il faut que le chiffre soit le plus bas possible, et la qualité, si on compare par rapport à Hawaï, on voit que leur qualité est relativement proche. Et c'est un site de très très haute altitude, évidemment, puisqu'on est dans l'Himalaya, ce qui est intéressant pour faire des observations dans l'infrarouge. Donc pour l'instant, c'est un peu en devenir, mais il est fort probable que dans les années qui viennent, entre les territoires en Inde et en Chine sur l'Himalaya, des observatoires, enfin des instruments importants, vont se développer là-bas. Et justement d'ailleurs, alors là ça a évolué, mais en fait les Américains ont un gros problème avec leur télescope de 30 mètres, c'est que le but c'était de le mettre à Hawaï, et les populations locales à Hawaï ont intenté un procès, ils ont dénoncé le permis de construire du télescope et ils ont obtenu gain de cause. Et du coup, ce projet de télescope de 30 mètres des Américains est sans terre pour l'instant. Enfin, en tout cas, la situation est un peu floue. En gros, ils ont plusieurs possibilités, et enfin, ils ont étudié plusieurs possibilités, et l'une des possibilités, il est intéressant de noter que c'était l'Inde, justement, d'aller mettre le télescope dans l'Himalaya. Ça augmenterait considérablement le budget pour transporter le matériel qui globalement est fabriqué aux États-Unis, donc ils vont sans doute retirer cette possibilité de le mettre en Inde ou en Chine. Les autres possibilités étudiées, c'était la Basse-Californie au Mexique, le Chili ou les Canaries. Le problème du Chili, c'est qu'il y a déjà 2 autres projets de télescopes géants là-bas, les mettre tous dans le même pays, c'est pas forcément très logique. On ne voit pas forcément le même ciel dans l'hémisphère nord. Finalement, ils ont décidé pour l'instant de le mettre aux Canaries, mais ça peut changer. Les Canaries, ça ne plaît pas à tout le monde. Les Japonais sont impliqués dans le projet, et les Japonais, les Canaries, c'était vraiment loin de chez eux, donc les jours où ils devront aller à l'observatoire, pour eux, ça ne va vraiment pas être facile. C'est pour ça que le site d'Hawaï, au départ, qu'on est assez bien à tout le monde, c'est un peu entre l'Asie, alors qu'on a la Chine, l'Inde et le Japon impliqués, et les États-Unis, c'est vraiment à mi-chemin, donc c'était vraiment le lieu idéal du coup.
Je ne sais pas où ils en sont politiquement, la situation a l'air d'être coincée, mais voilà, peut-être que politiquement il y aura une décision de prise pour construire à Hawaï malgré tout. À Hawaï, il faut savoir qu'il y a déjà de nombreux télescopes, il suffirait d'en démonter un existant pour mettre celui-là à la place, ça ne changerait vraiment pas grand-chose. Alors dans les projets intéressants, les Japonais, je l'évoquais tout à l'heure, ont un projet de télescope de 6,50 m, c'est plutôt petit, 6,50 m. C'est vraiment un télescope de taille moyenne, mais par contre, ce qu'ils vont faire avec, c'est assez incroyable, ils vont le mettre à 5600 mètres d'altitude au Chili. Il y a un plateau au Chili qui s'appelle Charmantor, c'est là où les Européens, les Américains et les Japonais ont mis l'observatoire ALMA, qui observe le ciel dans l'infrarouge lointain, quasiment c'est entre l'infrarouge et les ondes radio, on appelle ça l'observation millimétrique. Donc il y a ce plateau avec comme ça 64 paraboles qui observent le ciel comme ça, et les Japonais vont se mettre au-dessus, très très haut. Évidemment, c'est compliqué de construire un télescope à 5600 mètres. Et surtout, alors là c'est très avancé, hein, ils devaient commencer à l'installer cette année, aux dernières nouvelles ils ont pris du retard. Là ils ont arrêté les travaux parce qu'en ce moment c'est l'hiver au Chili, donc à cette altitude-là pour construire des routes et tout, c'est pas possible. Donc on va attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour reprendre les travaux, mais en tout cas il devrait être installé l'année prochaine probablement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la science qu'ils vont faire avec. Alors là c'est un petit peu technique là ce diagramme. Ça montre, ici on a les longueurs d'onde. Alors les longueurs d'onde c'est la couleur de la lumière en quelque sorte. Ici on a le visible et puis là on part vers l'infrarouge lointain. Et en fait ce télescope japonais va être capable d'observer dans tout ce domaine. Et la hauteur de la courbe correspond à la résolution du télescope. Donc plus la courbe est basse et plus le télescope va avoir des détails petits. Et donc là on voit par exemple la courbe comparée au James Webb Telescope, qui est le prochain télescope spatial de la NASA et de l'Europe, qui va être envoyé l'année prochaine, en septembre 2018. Il fait exactement la même taille, 6,50 m. Donc il y a tout un domaine où ces deux télescopes vont avoir exactement les mêmes performances. Par contre, le télescope japonais va être capable d'aller un peu plus loin encore dans l'infrarouge, et en fait il y a un domaine où ce sera tout simplement le télescope du monde le plus performant. Donc ils ont bien choisi leur niche en fait, ils sont partis sur un projet qui n'est pas forcément le plus coûteux, parce qu'un télescope de 6,50 m c'est évidemment beaucoup moins cher que de fabriquer des télescopes de 30 mètres, et ils vont s'inscrire dans une niche où il n'y aura personne, et du coup ils vont avoir le champ libre pour faire de la science dans ce domaine-là. Donc stratégiquement c'est assez bien. Et puis là on voit qu'il y a d'autres télescopes qui sont capables d'observer dans ce domaine-là, mais qui ont moins de résolution. Alors on va passer au télescope géant, que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Alors il y en a un, c'est un petit géant, mais il va être géant par la science qu'il va faire. C'est le LSST, Large Synoptic Survey Telescope, qui est un télescope américain qui est totalement incroyable. Alors tout à l'heure vous me demandiez dans un télescope que fait la lumière, là ça l'illustre bien. Celui-là est très compliqué. La lumière arrive sur le miroir principal ici, on le voit ici en photo sortie d'usine, il n'y a pas encore la couche de métal dessus. Et en fait vous voyez il y a deux courbures sur le miroir. Donc la lumière en fait au départ arrive sur la courbure externe, sur l'anneau externe. Après, elle est renvoyée sur un deuxième miroir ici qui a de nouveau une forme d'anneau. Ensuite, elle rebondit, elle va sur la partie centrale ici. Enfin, elle traverse des lentilles, là pour ce coup-ci, des lentilles d'une taille qu'on sait faire, et finalement ça arrive sur un détecteur. Alors ce télescope n'est pas très grand, il fait 8 mètres de diamètre, mais en fait ce qui est incroyable, c'est qu'il va avoir un détecteur de cette taille-là, et là vous avez la Lune représentée sur le détecteur. 473 millions de dollars, c'est assez important. Pour comparaison, le Very Large Telescope européen, c'est donc 8 télescopes de 8 mètres principalement, ça a coûté à peu près, en ordre de grandeur, 1 milliard d'euros. Le futur télescope européen de l'Europe, donc de 39 mètres de diamètre, c'est aussi à peu près 1 milliard d'euros. Donc là, vous voyez, juste pour un seul télescope de 8 mètres de diamètre, donc assez petit, on a un budget qui est la moitié des télescopes géants. C'est parce que dessus, il y a une technologie vraiment considérable. En particulier, ce miroir principal, là, il a été fabriqué au Mirror Labs aux États-Unis. C'est un casse-tête. Pour opticiens, personne n'a fait ça avant. Faire deux miroirs, finalement, dans un seul bout de verre, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient parfaitement le même axe optique. C'est un casse-tête pour opticiens. Ils ont eu beaucoup de mal à le réaliser. Et évidemment, la partie capteur aussi, ça c'est très compliqué à développer. Et il y a aussi toute une partie informatique. Là, vous avez le volume de données générées par nuit. Donc c'est des
Donc là, on est en milliers de gigas chaque nuit. Donc c'est des terabits. On en trouve dans le commerce des terabits. Quand nous, on achète un disque d'un terabit, en général, on a de quoi en mettre des données pour plusieurs années. Bah là, c'est chaque nuit qu'on remplir l'équivalent d'un disque dur comme ça. Et évidemment, ces données, derrière, il faut les traiter. Donc là, on rentre un peu dans le big data. Donc il y a des gros enjeux d'algorithmes, d'informatique, etc. Alors l'autre projet qui est bien avancé, là c'est même pas la dernière photo la plus récente, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le Giant Magellan Telescope américain. Donc là c'est un projet assez amusant en fait, où on l'évoquait tout à l'heure, on sait faire des miroirs jusqu'à 8 mètres de diamètre. Bah, ils se sont dit on va en mettre 7 sur la même monture et comme ça on va avoir l'équivalent d'un télescope, ça doit faire l'équivalent de 24 mètres de diamètre en tout, 24-25 mètres de diamètre. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que la date de mise en service c'est 2021, c'est bientôt, c'est vraiment bientôt. Dans les prochains télescopes géants de la classe 30 mètres de diamètre, ce sera le premier à rentrer en service. Après, le seul bémol, c'est que pour l'instant, les instruments ne sont pas financés. Là, il est intéressant de voir cette représentation, ça montre la taille d'un SMIRMORC comparé au télescope. C'est vraiment des instruments qui sont d'une taille qui va être très très impressionnante. Alors l'autre projet, on l'évoquait, c'est le 30 Meter Telescope des Américains. Donc je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ils ont des grosses difficultés avec le choix du site. Ce télescope-là, clairement, aurait pu être dans les tout premiers à rentrer en service, quasiment être au monde. Normalement, il devrait déjà être en train de faire le chantier, mais concrètement, il n'a pas commencé. Donc là, concrètement, ils ont des gros problèmes. C'est sûr qu'ils vont. Là, il y a une course en fait entre les trois projets géants et il y a peu de chances qu'ils arrivent en premier. Enfin, on est même sûr qu'ils n'arriveront pas en premier. Après, là où il y a des incertitudes, c'est que ces télescopes, une fois qu'on les a financés, une fois qu'on les a construits, il faut les faire marcher. Et ça, c'est pas trivial, parce qu'il y a des instruments à développer, et c'est des instruments qui sont vraiment compliqués à développer. Pour l'instant, il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire là-dedans, il y a encore des points d'interrogation, on a beau faire des modélisations, etc. Il y a des enjeux techniques sur ces télescopes qui sont vraiment considérables. Donc, même si les Américains, avec le Giant Magellan Telescope, arrivent en premier, il y a un point d'interrogation à savoir quand est-ce qu'ils sont capables de faire de la bonne science avec. Donc ça peut laisser une chance aux télescopes de 30 mètres américains. S'ils arrivent à le mettre en service très vite après sa construction, peut-être qu'ils arriveront à donner des résultats scientifiques rapidement. En tout cas, voilà, ils ont prévu un retard de 2 à 4 ans par rapport à ce qui était prévu initialement. Et c'était prévu, il me semble, qu'on met en service vers 2022. Donc s'il arrive en 2026, c'est dans 10 ans. À partir de maintenant, c'est vraiment, ça recule vraiment. Alors il y a une autre chose intéressante à noter dans le paysage de l'astronomie mondiale de demain, c'est qu'il y a un site dans le monde qui est déjà quasiment le site majeur pour l'astronomie mondiale, c'est le site européen, à l'Observatoire Paranal, au Very Large Telescope. Aujourd'hui, on a déjà le VLT, donc ça, c'est les 4 télescopes de 8 mètres. À côté, il y a des plus petits télescopes d'1,80 m qui sont capables d'être mis en réseau entre eux pour avoir plus de résolution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le VLTI. Après, il y a un télescope de 4 mètres qui observe le ciel en infrarouge pour faire des grands relevés. Il y a un télescope de 2,50 m qui fait la même chose dans le visible. Donc tout ça, déjà, ça existe. Il y a des petits télescopes de 1 mètre et quelques qui vont rechercher des exoplanètes. Ça, c'est un projet belge qui s'appelle Speculos, forcément, vu qu'il est belge. Ça, c'est en cours de construction en ce moment, il va y en avoir 4. Demain, il y aura l'Extreme Large Telescope, donc le fameux télescope de 39 mètres de diamètre. Et le plus étonnant, c'est le Cherenkov Telescope Euray. Alors là, c'est un truc un peu technique. En fait, c'est ce genre de télescope qui existe déjà en Namibie. Là, vous voyez, on a uniquement 5. En fait, quand il y a des particules à très haute énergie qui viennent des fois de très loin, d'une galaxie lointaine, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles vont aller percuter des particules de l'atmosphère, des atomes, des molécules, et ça engendre une gerbe de lumière bleue, ça fait des photons bleus qui vont partir vers le sol, un peu comme une douche de photons bleus. Alors évidemment, ils ne sont pas très nombreux, et le but de ces télescopes, c'est d'aller détecter ces photons bleus. C'est très difficile, en gros, il faut être capable, le télescope, il faut qu'il soit capable de détecter le moindre photon qui arrive dessus. Alors là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils ont fabriqué pour l'instant 4 télescopes, ceux-là font 12 mètres,
et il y a eu un 5e qui fait, je ne sais plus la taille exacte, en gros c'est 28 mètres de diamètre, et du coup ça c'est vachement marrant à aller voir comme télescope, parce que c'est un télescope qui fait la taille des ELT de demain. En fait, si on veut voir concrètement ce que ça va faire, ces ELT, eh ben, il faut aller en Namibie. Les gens sont sympas, en plus, ils passent 4 semaines sur place à observer. En gros, quand il y a des visiteurs, ils sont assez contents de leur faire visiter, parce qu'il y a un peu rien à faire autour. C'est joli, la Namibie, mais ils ne sont pas à côté des dunes, ils ne sont pas à côté des grands parcs, ils sont dans la brousse, et ils passent 4 semaines là, sur toute une lunaison. Et bref, ces télescopes-là, ces télescopes de ce type-là, le but à l'observatoire Paranal, alors c'est pas Paranal même, ce sera sur une montagne voisine ou un petit peu à côté, enfin bref, le sommet il est déjà rempli, mais le but c'est d'en mettre 100 des télescopes de ce type-là pour regarder ces gerbes de lumière bleue. C'est plus tout à fait de l'astronomie, c'est plus des physiciens qui travaillent sur ce genre de projet, mais vous imaginez, il y a déjà tous ces télescopes-là, et en plus une centaine de télescopes de ce type-là. Alors c'est des télescopes, les puristes vont pas voir ça exactement comme des télescopes, en fait c'est de nouveau des miroirs segmentés, et là chaque segment c'est un miroir plan, donc optiquement c'est très mauvais, on pourrait pas faire des photos du ciel avec ça. Par contre pour ce qu'ils font, de capter les petits photons qui arrivent, là ça marche très bien. Donc c'est des télescopes, s'ils peuvent en faire 100, c'est parce que ces télescopes ont une technologie mécanique et optique qui est un peu simplifiée. Les détecteurs sont très pointus, mais par contre, la mécanique et l'optique, c'est beaucoup plus simple que ce dont on a besoin pour les télescopes qui font des photos, de la spectroscopie, etc. Alors, et puis, du côté des Européens, donc, on a le projet de l'Extremely Large Telescope. Lui, il a eu des difficultés aussi. Alors, le but, c'est qu'il rentre en service en 2024. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le but, c'était de réunir un budget d'1 milliard pour le faire, et normalement, l'Observatoire européen austral a décidé de lancer le projet à partir du moment où à peu près 80 ou 90% du financement serait réuni. Et normalement, c'était bien parti, parce qu'il y a tous les pays acteurs de l'Europe, et en fait, le Brésil a dit, bah, nous, on va rentrer dans le consortium. Alors, c'est plus tout à fait l'Observatoire européen austral, du coup, si le Brésil rentre dedans. Mais en tout cas, le Brésil, à la clé, allait mettre les contributions sur la hauteur du PIB du pays. Donc, le Brésil, c'est une grosse contribution, parce que c'est quand même un pays qui a un PIB non négligeable. Donc, le Brésil devait apporter 300 millions d'euros sur 10 ans, ce qui permettait de boucler totalement le budget de l'Extremely Large Telescope. Le problème, c'est que le Brésil s'est engagé à rentrer dans l'Observatoire européen austral en 2010, on est en 2017, et le processus n'est toujours pas allé au bout. Il a franchi toutes les étapes assez compliquées de décision au Brésil, une validation au Parlement, dans les ministères, etc. La dernière étape, c'est une ratification par la présidence du Brésil, mais Dilma Rousseff a dû démissionner empêtrée dans les affaires qu'elle était, et les magouilles au sommet de l'État au Brésil ont plongé le pays dans une crise concrètement qui est pire à celle de 29 pour le Brésil, donc c'est vraiment la catastrophe complète. Les crédits alloués à la science ont été réduits de 45%, donc aujourd'hui il est clair que le Brésil ne rentrera pas dans l'Observatoire européen austral. Parallèlement, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que dans le Giant Magellan Telescope, donc celui qui a des gros blocs de 8 mètres là, en forme de fleur, il y a une université brésilienne qui a décidé de rentrer dedans, parce que le processus de décision d'une université est plus simple. Donc le Brésil va de fait déjà être impliqué dans des gros télescopes, ça ne les encourage pas à suivre pour entrer dans l'Europe. Alors là, ce qui s'est passé plus récemment, là, par contre, qui permet d'avancer du côté de l'ELT, c'est que l'Australie rentre dans l'Observatoire européen austral. Alors je dis rentre, en fait, l'Observatoire européen austral n'emploie pas ce terme-là, il faut parler de partenariat stratégique. Parce qu'en fait, l'Australie rentre dans l'Observatoire européen austral, mais avec un accès à une partie seulement des infrastructures. Donc ce n'est pas une adhésion complète. Le problème, c'est que l'Australie est déjà impliquée dans d'autres grands projets, comme le télescope de 30 mètres des Américains, et politiquement, ils ne peuvent pas avancer sur tout en même temps. Donc ils mettent un premier pied dans l'Observatoire européen austral, et le but, c'est qu'à terme, ils aillent vers une adhésion complète. Donc ils allouent 148 millions d'euros à ça, mais c'est 148 millions d'euros global, c'est aussi 146 millions pour leur industrie, pour des infrastructures chez eux. Donc il y a seulement une partie de ce budget qui va revenir à l'Observatoire européen austral. Bref,
Notre gros télescope de 39 mètres n'a toujours pas son financement complet. La situation s'est un peu améliorée, mais alors, au départ, ils avaient décidé de... Vous avez vu, c'était un grand miroir segmenté, il y a une centaine de segments. Ce qui a été décidé dans un premier temps, c'est de ne pas faire les segments qui sont au centre. Mais ça, ils sont en train de se rendre compte que ça ne marche pas. Une fois que vous avez fabriqué une usine pour fabriquer des segments de miroirs de télescope, vous ne pouvez pas dire là en l'occurrence, ça va être fait en France par la REOS, vous ne pouvez pas dire à la REOS, bon bah là vous arrêtez, puis peut-être qu'on reprendra la chaîne de production dans 1 an et dans 2 ans. De ce temps-là, vous faites quoi du personnel, vous faites quoi de l'usine? Si les autres décidaient de faire ça, ça engendre des surcoûts qui sont assez importants. Concrètement, c'est impossible. Donc là, ils sont en train de décider de faire l'ensemble des segments du télescope, mais par contre, ce qui n'est toujours pas financé, là aussi, c'est une partie des instruments. Donc le télescope va rentrer en service, mais avec des instruments qui seront, dont l'ambition, pour l'instant, est revue à la baisse. Mais voilà, c'est 2024. D'ici 2024, l'Observatoire européen austral a le temps de continuer à discuter avec l'Australie ou de voir d'autres partenaires qui vont peut-être permettre de réunir les financements. Ou alors, l'autre possibilité, c'est tout simplement de diluer les dépenses dans le temps et du coup d'arriver à faire les instruments, mais en les faisant plus tard. C'est probablement ce qui va se passer. Du coup, dans cette course, il y a quand même un enjeu. Il y a des planètes qui ont été découvertes, notamment autour d'Alpha du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de chez nous. Et en fait, il y a de la science majeure à faire avec ces télescopes de 30 mètres. Et il y a vraiment un enjeu à savoir qui sera capable de faire cette science en premier. Donc là, la course reste totalement ouverte. Et si vous avez écouté tout ce que je viens de raconter, bah, vous voyez qu'aujourd'hui, bien malin, qui est capable de dire qui sera capable d'arriver, qui sera capable de viser en premier cette étoile avec le bon instrument qui permettra, l'enjeu concrètement, c'est d'essayer de faire des mesures sur l'atmosphère de cette planète pour voir si par exemple il y a de l'oxygène ou de la chlorophylle ou que sais-je, des choses qui pourraient donner des indications qu'il y ait peut-être de la vie ou pas, de la vie extraterrestre avec des gens intelligents, c'est peu probable tel qu'est configuré le système, mais en tout cas voilà, il y a clairement la pression pour aller viser cette étoile. En fait, c'est qu'un seul exemple. Celui qui arrivera en premier sera capable de défricher un ciel nouveau avec des puissances nouvelles et donc fera des choses forcément inédites. Alors, là c'est une parenthèse, il y a aussi un petit projet qui va... C'est un peu paradoxal en fait, là où les Américains n'arrivent pas à mettre un télescope supplémentaire à Hawaï, il semblerait que la France et le Canada soient sur le point de le faire. En fait, on a un télescope de 3,60 m à Hawaï et les télescopes qu'on faisait, ça c'est un télescope des années 70, les télescopes qu'on faisait à l'époque, on ne savait pas les faire très petits. Aujourd'hui, on arrive à faire des télescopes qui ont un diamètre plus grand et qui finalement ne sont pas tellement plus encombrants. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que sur la même structure, sur la même maçonnerie, ils ambitionnent de mettre un télescope de 10 mètres de diamètre qui va faire de la spectroscopie. Donc là, pour les populations locales à Hawaï, ça ne va rien changer, c'est simplement à l'intérieur de la coupole que ça va changer. Donc là, il laisse faire. Mais c'est sans doute le seul nouveau projet qu'on va voir apparaître à Hawaï. Et voilà, j'en ai fini de ce petit tour de l'astronomie mondiale. Juste pour vous signaler avec Guillaume qui est ici et qui a fait la présentation sur les instruments, hier on a commis un livre sur les jumelles. J'évoque les jumelles parce que là, vous voyez, on a parlé de télescopes à 400 millions, 500 millions, 1 milliard, que évidemment aucun d'entre nous va pouvoir s'offrir. Par contre, observer le ciel avec des jumelles, c'est possible. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'existait aucun livre sur les jumelles, en particulier pour les tests de jumelles, rien n'existait, alors qu'il y a une centaine de marques de jumelles qui existent. Donc voilà, pour aider les gens à observer avec des jumelles et bien choisir des jumelles, on a fait ce petit guide l'année dernière chez Belin. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, on le trouve dans les bonnes boutiques, la Maison de l'Astronomie par exemple, ou la librairie du Festival de Montier-en-Der qui est à Saint-Didier dans le nord de la France. Voilà. N'hésitez pas, la clé des étoiles, même Amazon, si vous avez envie de faire travailler Amazon. Bref, on le trouve partout. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? On a déjà eu en cours de route, mais si on a encore d'autres, oui.
C'est une bonne question. Déjà, les télescopes de 8 mètres existants, leur avenir est assuré, puisqu'il y a encore beaucoup de science à faire avec. En fait, ce qui s'est passé dans la phase, vous avez vu, dans la phase où, je vais revenir au tout début, dans la phase où on a construit beaucoup de télescopes. Donc dans les années 90 et 2000, il y a eu besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de moyens. Il était loin le début. Hop. Voilà. Dans cette phase-là, on a beaucoup construit et concrètement, ça a entraîné la fermeture d'observatoires en Europe. L'observatoire de Haute-Provence a failli fermer, mais ils ont découvert la première exoplanète en 1995. Ça a clairement sauvé l'observatoire. L'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées a failli fermer, mais la région a compris que c'était un site avec un intérêt touristique majeur, c'est un peu leur tour Eiffel. Donc ils ont mis les moyens pour changer le téléphérique et en faire un site touristique. Du coup, tous les frais lourds, notamment le téléphérique, c'est vraiment le plus lourd, c'est plus le CNRS qui le supporte. Donc il y a quelques télescopes qui sont maintenus au Pic du Midi. Dans l'avenir proche, je ne crois pas que les gros télescopes vont entraîner des grosses fermetures d'observatoires. Mais par exemple, dans l'Observatoire européen austral, a commencé avec l'Observatoire de la Silla, qui est dans le sud du désert d'Atacama. Et l'Observatoire de la Silla, il n'est pas à l'abandon, mais le nombre de télescopes utilisés a fortement été réduit. Et l'Observatoire de la Silla ne sera probablement pas fermé totalement, parce que l'Observatoire européen austral, dans son partenariat avec le Chili a dit si un jour vous partez, les télescopes, vous les enlevez, vous démontez tout, vous remettez la montagne dans son état initial. Donc je pense que l'Observatoire européen austral ne va jamais quitter le site. Ils laisseront au moins un télescope s'il faut pour ne pas avoir à tout démonter. Mais en l'occurrence, il y a toujours des télescopes qui sont vraiment utiles. Ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'avec le progrès des instruments, il y a eu, je dirais presque, un regain d'intérêt ces dernières années pour les petits télescopes. Par exemple, j'évoquais à l'Observatoire de Paranal le projet Speculoos des Belges. C'est un projet pour aller voir des exoplanètes. Et c'est des télescopes, j'ai plus le diamètre exact en tête, c'est 1,80 m ou 1 mètre. Ils font à 5 mètres. Donc 1 mètre, c'est tout petit aujourd'hui, c'est ridicule un télescope d'1 mètre. Sauf qu'avec ça, aujourd'hui, on est capable de découvrir des nouvelles planètes. Donc c'est des projets qui ne coûtent pas très cher. Et bizarrement, en fait, alors que dans cette phase-là, clairement, on a arrêté de construire des nouveaux télescopes de 60 cm, 1 mètre, 2 mètres. Il n'y en a quasiment eu aucun de nouveau. Aujourd'hui, en fait, depuis 10 ans, 15 ans, de nouveau, on fait des télescopes de cette taille. Donc il y a de l'avenir pour les petits télescopes. Donc soit on en construit des nouveaux petits, soit on en reconvertit des anciens, en les modernisant, en mettant des nouvelles caméras, etc. Il y a aussi une partie de la réponse qui est que la population astronomique, je prends un peu la parole, la population d'astronomes augmente au niveau du monde. On voit apparaître des pays émergents où il y a des astronomes. En revanche, le temps d'utilisation de télescopes va être en réduction puisqu'on met énormément d'argent sur quelques nouveaux télescopes. Il va y avoir des consortiums de 10 pays pour construire un télescope. Donc il n'y aura pas du temps d'observation pour tous les astronomes. Il va falloir alimenter. Et donc ça, c'est une première réponse. Donc les télescopes de la classe 8 mètres, 4 mètres auront toujours des projets scientifiques. Il y a aussi certains projets scientifiques qui demandent énormément de temps d'observation. Les grands télescopes type ELT n'offriront jamais des temps d'observation de 1 mois. On n'aura pas des suivis très très longs. Donc on a encore de la science qui peut se faire sur les télescopes de petite classe. Et puis, comme le disait Jean-Luc aussi, il y a aussi encore la création de télescopes dits de petite taille, de la classe 4 mètres, qui apparaissent dans des pays émergents. On a des télescopes de la classe de 8 mètres qui sont aussi des télescopes pour faire des surveys, pour découvrir de nouveaux objets à observer avec ces grands télescopes. Donc il y a quand même un fonds de commerce pour tous les petits instruments. Et puis, Jean-Luc l'a pas cité, mais Paranal aussi accueille un nouveau projet qui est le NGTS ou NGST, je ne sais plus, qui est constitué de 12 télescopes de 20 cm de diamètre. Et l'idée, c'est simplement rechercher des exoplanètes. Donc ils sont au cœur de la science moderne et ils utilisent des télescopes de 20 cm. Donc il y a encore de la place pour les petits télescopes, sauf que ça demande un petit peu plus de créativité de la part des astronomes. Et certains astronomes préfèrent travailler avec des petits télescopes parce qu'ils ont davantage de temps d'observation, parce qu'ils peuvent faire de la science qu'ils ne peuvent pas faire avec des gros télescopes où ils vont être très contrôlés.
Donc il y a encore la place pour des télescopes de classe moyenne. Ce qui a apparu beaucoup aussi depuis 10 ans, 20 ans, je dirais, c'est que beaucoup de sujets scientifiques nécessitent le suivi d'une zone du ciel à temps complet. Et du coup, pour faire un suivi à temps complet, il faut avoir des télescopes un peu à toutes les longitudes. Et forcément, c'est de la science qui se fait avec des télescopes de taille moyenne. Ça peut être des suivis d'astéroïdes. Là où c'est encore plus important, c'est pour les phénomènes de lentilles gravitationnelles, c'est-à-dire quand il y a une étoile qui passe devant une autre étoile. Il y a je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des variations de la luminosité qui peuvent dévoiler des planètes. Et ça, on sait dire à peu près quand ça va se produire, mais on ne sait pas le dire au jour près. Donc en gros, il faut commencer à observer l'étoile pendant un moment et la suivre en continu pendant un mois. Et du coup, il faut soit des télescopes à plusieurs longitudes, ou ce qui se fait un peu aussi, il y a un télescope français qui est à Concordia, en Antarctique, et qui fait des suivis d'objets en continu pendant la nuit polaire. C'est un petit télescope, il fait que 40 cm de planète, mais il surveille des étoiles en continu, notamment les étoiles qui ont des planètes qui passent devant. Quand la planète passe devant, ça fait une baisse de lumière, et pour ça, il faut vraiment observer la cible en continu. Il y a aussi un autre complément, c'est la formation des astronomes. On ne va jamais former des astronomes sur des télescopes de 40 mètres. Il faut qu'on puisse offrir aux astronomes qu'on va former, et je sais si nos universités produisent des étudiants, donc il faut les former, et avant de les mettre sur des télescopes de 40 mètres, il faut qu'ils fassent leurs armes sur des télescopes un peu plus petits. Il y a aussi l'aspect développement, je ne sais pas si Roland Bacon, qui a fait sa présentation sur Muse, en a parlé, et souvent les instruments qui sont installés sur ces gros télescopes nécessitent des développements, et ces développements sont faits sur des instruments de plus petite taille. Donc il y a aussi des choses qui sont un petit peu dans les coulisses de l'astronomie, qui ne parlent pas au grand public parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi ces activités de formation, de développement de nouvelles technologies que l'on peut faire que sur des instruments qui sont moins occupés. Il y a une pression énorme sur des instruments tels que le VLT. Je ne sais plus quelle est la pression, mais dans le cas de Muse, Roland nous disait hier que sur 10 demandes d'observation, il n'y en a qu'une seule qui est acceptée. On arrive à offrir que 1 sur 10 de temps d'observation. Voilà. Donc il y a beaucoup de science, et il y a vraiment du travail pour tous les télescopes. Après, il n'y a peut-être pas forcément les financements des États pour tous les télescopes. Comme on le voit, le LT demande énormément de financement, et forcément ça coupe les financements pour les instruments de plus petite dimension. Mais sur la formation, je me rappelle une fois que j'avais discuté avec M. Giaconi, il a été prix Nobel, il a été directeur du Science Institute du télescope spatial Hubble et de l'Observatoire européen austral. Et lui, en fait, il se rendait compte, aujourd'hui à la retraite, il était d'une génération où les gens ont touché à des télescopes, ont touché à des instruments, donc quand il s'agissait de concevoir des instruments, ou même faire une demande de temps d'observation sur un grand télescope, il savait de quoi il parle, il savait ce que pouvait faire l'instrument, ce que pouvait pas faire l'instrument. Et dans la période un peu années 90-2000, où on s'est mis à faire des gros télescopes, et finalement les astronomes arrivaient dans un observatoire, il y avait un technicien, c'est pas vraiment eux qui touchaient les instruments, etc. Il y a eu un peu une perte je dirais presque de bon sens de ces astronomes-là, qui n'avaient pas suffisamment de sens pratique pour concevoir des instruments et bien orienter leurs observations. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose dont on se rend compte maintenant, qui est particulièrement important, que les étudiants à des moments soient sur des télescopes de petite taille, fassent eux-mêmes leurs images, qu'ils voient quel problème on peut avoir quand on veut traiter une image, qu'ils voient aussi comment on peut développer un instrument, etc. Et ça nécessite d'observer, c'est clair, il n'y a pas d'autre façon. Oui, il y a eu une période où on a dit que l'interférométrie a remplacé les grands télescopes, et puis finalement on revient sur des grands télescopes. Est-ce que c'est parce que techniquement c'est mieux fait, ou est-ce que parce qu'il y a trop de complexité dans l'interférométrie? C'est une bonne question. En fait, il y a c'est deux écoles qui s'affrontent en fait, et pour l'instant l'école de l'interférométrie, on peut dire, n'a pas emporté sur les projets de développement futur. Sauf qu'en fait, là, on est en train de faire des télescopes de 30 mètres, et 30 mètres, 40 mètres, et il y a quelques années, l'Europe ambitionnait un télescope de 100 mètres, mais c'est difficile de concevoir qu'un jour on sera capable de faire un télescope de 100 mètres.
notamment par rapport à la turbulence atmosphérique, à un moment il va y avoir un mur qu'on ne sera pas capable de dépasser. Et du coup, sans doute que l'avenir, l'étape d'après, ce sera justement de faire des interféromètres, mais peut-être dans l'espace. Pour mettre dans les fusées, on sait qu'on ne peut pas mettre des télescopes de 30 mètres. Donc si on veut avoir de la résolution, il faudra sans doute des interféromètres. Aujourd'hui, c'est encore coûteux d'imaginer ce genre de projet. Mais après l'interférométrie, il ne faut quand même pas négliger le fait qu'en radio, avec le square kilomètre array, elle va être exploitée à fond. Avec ALMA, elle est exploitée à fond. Dans le visible, ça reste difficile. Malgré tout, il y a quand même Chara qui fonctionne aux États-Unis, qui donne de bons résultats, même de très très bons résultats. Le VLTI fonctionne et ne va pas s'arrêter de fonctionner demain et donne de bons résultats. Mais c'est sûr qu'il y a eu un choix stratégique. Il y a notamment eu des expériences qui avaient été faites à Hawaï pour coupler plusieurs télescopes d'Hawaï entre eux avec des fibres optiques pour recombiner la lumière. C'est clairement intéressant ce qui s'est fait, mais visiblement, politiquement, les gens qui ont fait ces expériences-là n'ont pas eu poids pour faire basculer un grand projet futur vers de l'interférométrie plutôt que vers du télescope géant.